Bonjour à tous et bienvenue dans cette 9e partie de notre série sur l'intelligence. Aujourd'hui, on va explorer l'intelligence et le quotient intellectuel sous l'angle des neurosciences. On va s'intéresser au cerveau et on va découvrir quels sont les éléments clés de son architecture qui influencent nos performances cognitives. On va commencer par rappeler quelques petites bases sur la composition et l'architecture du cerveau et ensuite on présentera quelques études sur les parties importantes du cerveau qui mettent en évidence les parties importantes du cerveau pour voir ce qui est très important ou ce qui est moins important pour la cognition. Alors, comme vous le savez peut-être, le cerveau est composé de deux types de cellules. Vous avez tout d'abord les neurones, qui sont très connus et qui sont très nombreux dans le cerveau. Et vous avez un second type de cellules qui sont les cellules gliales. Il y en a 4 types. Et les cellules gliales, vous pouvez voir ça un petit peu comme des cellules support du neurone pour le bon fonctionnement du neurone. Au niveau du ratio, on est à peu près à 50-50 dans le cerveau. Les neurones forment ce qu'on appelle des réseaux. Donc là, on va présenter brièvement les différentes parties du neurone. Ce sera utile par la suite quand on présentera les études pour bien savoir de quoi on parle. Alors, tout d'abord, ce que vous voyez au milieu, c'est ce qu'on appelle le soma. Donc c'est la partie grosse du neurone. Ensuite, vous avez donc les dendrites, qui sont les parties des petites ramifications qui partent du soma. Et ensuite, vous avez l'axone. Donc l'axone, c'est une espèce de queue, le queue du neurone, et qui est plus ou moins longue en fonction des types de neurones. Vous avez 4 types de neurones, on en reparlera un petit peu plus tard. Et ce que vous voyez en bleu ici, c'est la myéline. Et la myéline, par exemple, c'est quelque chose qui est produit par les cellules gliales dont on a parlé juste avant et qui permettent d'accélérer le signal au travers de l'axone. Voilà, c'est pour vous montrer que les cellules gliales ont effectivement un effet sur l'efficacité du neurone. Et ensuite, entre deux neurones, vous avez ce qu'on appelle des synapses. Donc, c'est le point de connexion entre les neurones. Donc, vous pouvez avoir entre l'axone et la dendrite. Vous pouvez avoir entre axone et axone. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs configurations possibles. Globalement, tous les signaux qui vont passer au travers donc, des neurones sont des signaux électriques et vous avez une petite partie chimique également au niveau de la synapse. Alors, ici, je vous ai mis une coupe d'une cerveau, au milieu du cerveau. Une coupe, vous prenez le cerveau vertical, vous le mettez face à vous, vous le coupez en deux. Et là, on a donc cette fameuse coupe. Alors, on retrouve plusieurs parties sur cette coupe. On retrouve le cortex, qui est la partie au-dessus, qui va englober, vous voyez, on voit les différentes ramifications ici. Sur ce cortex, vous avez plusieurs parties. Donc, le cortex est composé de neurones. Vous avez donc la partie frontale, vous avez la partie pariétale qui est au-dessus. Vous avez la partie temporale qui est sur les côtés. Donc là, je l'ai mis au centre, mais en fait, ce n'est pas le centre, c'est sur les côtés. Là, c'est une coupe, mais ce serait également sur le cortex, ce serait également sur cette matière. Et vous avez également donc, la partie occipitale qui serait plutôt à l'arrière. Donc ça, c'est la différente composition du cerveau. Au niveau du cortex, donc le cortex, c'est constitué d'un très, 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 très grand nombre de neurones qui sont complètement compactés les uns avec les autres. C'est ce qu'on appelle donc la matière grise. C'est toutes les somas en fait, qui sont compactés les uns avec les autres dans le cortex, c'est la matière grise. Ça représente ce qu'on appelle la matière grise. Et la matière blanche, ça va être l'ensemble des axones justement de ces neurones de matière grise. Donc dès qu'il va y avoir une très forte concentration d'axones, ça va apparaître comme blanc. Et quand vous avez une concentration de neurones, ça va former ce qu'on appelle la matière grise. Voilà. Et le cortex fait entre 2 à 4 mm. Alors, voilà, donc ça pourrait être représenté comme ça. Très souvent, c'est représenté comme ça. Donc là, on voit bien la matière grise sur les contours, ici sur le cortex, puisque c'est le contour. Et la matière blanche, ça va donc être les axones des neurones, en grande partie. Ok, bon, on a à peu près fait le tour de ce dont on a besoin pour la suite de cette vidéo sur la cognition. Et maintenant, on va voir ce qui est important dans un cerveau pour qu'il soit performant. Alors, la première étude dont on va parler, c'est le Parieto-Frontal Integration Theory, également appelé le modèle PFIT, qui va essayer en fait de déterminer quelles sont les différentes parties du cerveau qui sont les plus importantes pour la partie cognition à proprement parler. Et donc, c'est une étude qui est très très connue, qui date de 2007, qui a été faite notamment par Richard Heyer, avec Rex Young. Et globalement, ce qu'on va retenir de cette étude, c'est que le modèle PFIT, qui encore une fois n'est pas été invalidé depuis, c'est le modèle qui est le plus couramment admis, même s'il a été complexifié depuis. Vous avez deux parties donc très très importantes dans le cortex. Vous avez la partie pariétale et le cortex également frontal. Donc c'est deux zones qui sont très très importantes. Mais en plus de ces deux zones, on va également avoir d'autres zones annexes. Enfin, disons qu'en tout cas au niveau du cortex pariétal et frontal, vous avez différentes zones du cerveau. Vous avez plein de zones avec des noms, mais elles sont regroupées en tout cas sur ces parties du cerveau. Et on va avoir toute la partie connexion qui va être très très importante pour justement pour pouvoir mettre en place l'efficacité de la communication entre le cortex frontal et le cortex pariétal. Et cette vitesse de communication, c'est ce qui va être crucial. En tout cas, c'est une partie qui est cruciale pour une cognition performante.
Voilà, donc là, je vous ai mis une image plus représentative avec les différentes parties qu'on a observées qui sont responsables de l'intelligence. Ok. Comment est-ce qu'on a fait pour les trouver? Eh bien, en partie parce que certaines pathologies vont entraîner une ablation d'une partie du cerveau, vont nécessiter l'ablation d'une partie du cerveau. Et donc, eh bien, petit à petit, on a pu se rendre compte des parties qui étaient importantes, qui avaient un impact très important sur la cognition et celles qui n'en avaient pas. Alors, la première chose qu'on pourrait se demander, c'est est-ce que du coup, sur ces différentes zones, la quantité de matière grise est importante? Donc là, c'est exactement ce qu'on va voir sur ces images. Ok. Donc vous avez en bas les différentes parties du cerveau qui sont numérotées. Et à gauche, vous avez donc la quantité de matière grise sur ces parties. Et on va essayer de déterminer si beaucoup de matière grise sur ces parties vont justement impliquer une très forte cognition. Et donc là, on peut voir par exemple sur cette image qu'il y a beaucoup de matière grise par rapport à la moyenne. Et que effectivement, ici, on a un QI de 144, donc un QI qui est très 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 élevé. Donc, dans ce cadre-là, ça voudrait dire que la quantité de matière grise est très importante, en tout cas sur ces zones. Mais on se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisqu'en réalité, vous voyez ici, on a également en moyenne plus de matière grise sur les parties qui sont importantes pour la cognition, et on peut voir que malgré ça, on a un QI qui est assez faible, aux alentours de 90. Voilà, et on a également d'autres exemples, et là je vous ai mis le dernier qui est assez amusant, où vous avez carrément moins de matière grise en moyenne sur ces zones, mais vous avez un quotient intellectuel qui est aux alentours de 100, donc pas de déficience particulière. Tout ça pour dire que la quantité de matière grise ne va pas être suffisante pour expliquer la cognition, même si elle joue un rôle. Alors, dans cette deuxième étude qui date de 2018, ici on va essayer de s'intéresser à l'architecture idéale et essayer de déterminer si l'architecture du cerveau, la façon dont les différents éléments sont positionnés dans le cerveau, vont avoir un impact sur les capacités cognitives. Alors, dans ce premier schéma, ce que vous pouvez voir donc en haut à gauche, c'est la représentation des différentes zones du cerveau ici qui sont représentées, enfin qui ont été nommées au milieu. Ok. Et à droite ici, vous avez donc une matrice où on va retrouver les niveaux d'activation entre certaines zones du cerveau et les autres zones du cerveau. Donc, quand vous voyez du rouge, ça veut dire que quand cette zone s'active, eh bien ici, on peut voir que quand la zone bleu foncé s'active, la zone bleu clair a tendance également à s'activer. Et quand vous voyez ici des lignes bleues, ça veut dire que quand la zone, par exemple, bleue s'active, la zone rouge a tendance à se désactiver. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc ici, le but du jeu, c'est de faire en fait une carte au repos, ok, grâce notamment aux IRM fonctionnels et essayer de voir un petit peu l'ensemble de toutes les connexions du cerveau et essayer de mettre ça en relation avec un niveau de cognition, avec soit un haut niveau de cognition, soit avec un faible niveau de cognition. Ok. La première chose qu'on a remarqué également, c'est que quand on retire un des réseaux, ok, eh bien, ça n'a pas un impact significatif sur les capacités cognitives. Donc, ça montre bien que, en gros, l'ensemble du réseau est important, mais un réseau ne va pas tout déterminer. Alors, à partir de là, on a mis en place, donc l'équipe de chercheurs a mis en place un modèle prédictif en prenant en compte donc toutes les connexions qui vont être dites positives, c'est-à-dire qui vont avoir un effet positif sur la cognition, et également un ensemble de connexions qui vont, elles, avoir un effet négatif sur la cognition. Okay. Donc, le fait d'avoir des connexions à partir d'une certaine zone du cerveau, des connexions partout, ça n'est pas forcément un signe de qualité, puisque, en gros, si vous avez des mauvaises connexions qui sont mises en place avec des zones du cerveau qui n'ont pas vocation à fonctionner ensemble, eh bien, vous avez une déperdition d'énergie, et du coup, eh bien, ça porte préjudice au résultat final. Alors que vous avez des zones du cerveau qui ont besoin impérativement d'être connectées de façon efficace pour une bonne cognition. Avec ce modèle prédictif, on a réussi à obtenir une corrélation de 0,457 entre le modèle et les capacités cognitives de l'individu. Ce qui est beaucoup, puisque ça voudrait dire en gros qu'en scannant votre cerveau, en analysant les différentes connexions dans votre cerveau entre les différentes zones de votre cortex, eh bien, on peut déjà estimer à près de 20% de votre intelligence, ce qui est énorme. Donc en gros, si jamais on faisait un scan de votre cerveau, ce que ça voudrait dire également, c'est que, eh bien, on pourrait s'attendre à avoir un décalage. Si vous aviez donc une architecture parfaite, eh bien, la courbe de Gauss qui serait liée donc à des architectures de cerveau parfaites, comme ça explique que 20%, ça explique pas tout, mais disons qu'il y aurait quand même un sacré décalage de presque un écart type, puisqu'on aurait une moyenne dans ce cadre-là d'un QI à 112 au lieu d'avoir un QI à 100. Ça ressemble un petit peu au graphe que je vous avais montré également avec les scores polygéniques, quand je vous avais dit qu'avec le score polygénique, on pouvait prédire entre 10 à 15% eh bien, de l'intelligence d'un individu. Là, c'est à peu près la même chose. Et du coup, on peut également faire un décalage de la moyenne. Et plus la corrélation est forte, évidemment, plus le décalage est important. Alors, autre méthode également qui est assez intéressante, donc c'est une étude qui a été à la base montrée pour un événement lié à l'intelligence artificielle. Mais c'est une étude qui reprend justement cette architecture, la notion d'architecture, mais qui va essayer d'appliquer des modèles plus poussés
en prenant en compte plus de choses pour essayer de déterminer une plus grande part de l'intelligence juste avec l'analyse du cerveau. Ce que je ne vous avais pas dit également sur le dernier modèle, c'est que les études ici des connexions sont faites sur un cerveau au repos. Donc c'est un IRM, mais c'est un IRM au repos, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un IRM fonctionnel. On va regarder donc l'activité de votre cerveau sans que vous ayez d'activité, sans que vous fassiez rien du tout en fait. Vous êtes simplement dans la machine, vous regardez en face de vous et vous n'avez pas de tâche particulière à réaliser. Ok, et donc dans cette nouvelle étude également, on va chercher les connexions positives, les connexions qui ont un effet négatif. Donc là ici en haut, ce que vous pouvez voir, c'est les connexions qui ont des effets négatifs sur la cognition. Donc des connexions en fait qui ne sont pas utiles et qui entraînent des déperditions d'énergie. Et en bas, vous avez les connexions les plus importantes. Voilà, c'est des images qui sont assez intéressantes, je trouve. Et puis on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de connexions qui ne sont pas intéressantes que de connexions qui sont intéressantes. Ok, donc ici, pour obtenir ces résultats et pour obtenir donc, le modèle dont je vais vous parler, parce que le résultat est assez incroyable, on va associer deux choses. On va associer donc, la connectivité fonctionnelle, qu'on appelle également le fMRI. Donc c'est l'IRM en fait, IRM fonctionnel. Et en gros, ça consiste à quoi? Ça consiste à étudier le niveau d'oxygène dans le sang, dans le cerveau. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois que le neurone va s'activer, il va consommer de l'oxygène. Et donc, il va y avoir un besoin de renouvellement d'oxygène avec un apport d'oxygène de sang frais. Et ça, on va être capable de le capter, ce qui fait qu'on va pouvoir voir les zones qui sont les plus sollicitées, au repos notamment. Alors, ça a été associé également avec l'analyse de la connectivité structurelle. Donc, c'est une autre façon qu'on appelle DTI ou imagerie par tenseur de diffusion. En gros, ça va permettre d'imager la circulation de l'eau dans votre cerveau et notamment au travers des axones, ce qui va permettre de bien déterminer justement toute la connectivité et comment est positionnée la connectivité entre les différents neurones du cerveau. Donc, c'est très pratique pour voir où sont les axones, en gros. Ok, et donc dans ce cadre-là, ils ont déterminé un modèle prédictif à près de 76%, ce qui serait évidemment colossal. Cela dit, c'est une étude qui est très très récente et ça reste encore une fois à être relu et à être démontré, mais en tout cas ça montre qu'il y a beaucoup de progrès à ce niveau-là, au niveau justement de l'évaluation de l'intelligence avec simplement l'étude de l'architecture du cerveau. Alors, autre chose également qui est important dans la composition du cerveau, ça va se situer au niveau des neurones. Donc, dans cette étude, c'est une étude dans laquelle on a pu faire des prélèvements de matière grise. On a pu faire des prélèvements de neurones sur des sujets, en grande partie parce qu'il y avait des ablations qui étaient prévues. Et ce qu'on a pu faire du coup, c'est déterminer la forme des neurones, la constitution du neurone, et mettre ça en lien, évidemment, avec les capacités cognitives du sujet, pour voir s'il y avait un lien sur le neurone en tant que tel et les capacités cognitives. Voilà, donc là, ils vous montrent en résumé ce qu'ils ont fait durant le test. D'abord, ils ont évalué donc, le quotient intellectuel. Ensuite, ils ont également évalué, donc mesuré l'épaisseur du cortex. Et ils ont également donc prélevé un échantillon de neurones, évidemment minuscules. Et ils ont donc étudié la structure du neurone, et notamment des dendrites, et voir un petit peu si ça avait un lien. Alors vous avez donc plusieurs types de neurones. Là, les neurones qu'on va parler, c'est des neurones qu'on appelle pyramidaux. Et c'est des neurones bien particuliers, puisque c'est des neurones fondamentaux qu'on va retrouver au sein du cortex et qui ont le plus de dendrites et les axones les plus longs, donc avec énormément de connexions. Et c'est justement là que ça va jouer, puisqu'on va se rendre compte qu'il y a une très forte corrélation entre ces fameux neurones pyramidaux et les capacités cognitives. Alors, je vous ai mis les résultats. Donc, ici à gauche, on va déjà prendre en compte l'épaisseur du cortex. Donc là, on peut voir qu'en général, l'épaisseur du cortex est quand même corrélée avec le QI. Donc, il y a quand même un lien entre quantité de matière grise, encore une fois, et cognition. Cela dit, ce n'est pas le seul lien. Alors, ce qu'on voit à droite ici, on a déjà dans ce premier graphique la longueur totale des dendrites et le rapport avec l'épaisseur du cortex. Et en gros, plus le cortex est épais, plus en général les dendrites sont longues, ce qui est relativement logique. Ensuite, relative cortical depth. Donc là, on va regarder la profondeur relative des neurones ici. Vous voyez qu'on a plusieurs layers dans le cortex. Et on va regarder si la profondeur dans laquelle se situe le neurone a un impact sur le quotient intellectuel. Et là, on peut voir que globalement, non. Ensuite, on a la longueur des dendrites. Donc là, vous pouvez voir la longueur des dendrites. Ici, ça représente la dendrite qui part donc du soma.
Et on peut voir que plus la dendrite est longue, là par contre on voit qu'il y a une vraie corrélation qui est importante. Donc ça veut dire que plus les dendrites de ce type de neurone va être longue, plus eh bien, le neurone va être performant. Et ensuite on a également la complexité de la dendrite, à savoir le nombre de branches. Et là on voit encore une fois que plus il y a de branches sur une dendrite, plus, eh bien, donc c'est des bifurcations, plus également il va y avoir de performance au niveau du QI. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que l'architecture même du neurone est très importante dans la performance cognitive en général. Et plus en gros ces neurones pyramidaux, donc qui sont les neurones essentiels du cortex, vont être complexes et longs, et bien plus vous allez avoir des capacités importantes, des capacités cognitives importantes. Alors, autre étude qui est assez intéressante sur le développement des enfants, le développement notamment du cortex chez les enfants, pour voir ce qui permettait d'avoir un cortex qui est efficace et un cortex qui est moins efficace. Donc au niveau de l'étude, vous allez voir qu'en fait ça va jouer au niveau de la plasticité. Donc on peut voir ici, on a trois types de mesures qui sont prises, on a 3 courbes. On a une courbe sur l'intelligence supérieure, donc des QI très élevés, une intelligence assez élevée et une intelligence moyenne. Et là on n'a pas fait de test sur les intelligences faibles. Mais globalement, ce qu'on va retrouver ici, vous voyez, c'est une évolution ici de l'épaisseur. Donc, ce que vous voyez, la courbe, c'est l'épaisseur du cortex, ici, avec l'âge du patient. Donc, ça commence ici, on commence à 7 ans. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que sur les intelligences supérieures, au début, c'est plus fin, le cortex est plus fin. Donc, c'est contre-intuitif. Quand l'enfant est petit, son cortex est plus fin. Et ensuite, il va exploser, il va monter très, 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 très rapidement, pendant que le cortex des intelligences moyennes va commencer à stagner et à décroître. Et ensuite, vers l'âge de 11 ans, eh bien, on voit que le cortex va s'affiner. Donc, il va au début grossir et ensuite, il va s'affiner. Et il va s'affiner également plus rapidement que les cortex des intelligences moyennes. Donc, on peut voir en général qu'en fait, il va grossir beaucoup plus vite que les autres et ensuite également décliner plus vite que les autres. Et au final, eh bien, ça montre une certaine plasticité qui est supérieure et qui va entraîner donc, des capacités cognitives supérieures. Et donc là, vous avez différentes zones qui ont été observées. Et à chaque fois, on peut voir à peu près le même phénomène, à savoir que ça part de plus petit et ça monte très très vite, et ensuite, vers 11 ans, ça commence à décliner. Voilà, donc une autre façon de se représenter ça, c'est qu'ici, on peut voir que l'accélération de l'épaisseur est très importante. Enfin, il y a beaucoup plus rapide, et après, le fait de l'affinement du cortex va également être plus rapide sur les intelligences supérieures. Alors ensuite, donc dans cette méta-analyse, là c'est une grosse méta-analyse sur l'impact de la taille du cerveau sur les capacités cognitives. Est-ce qu'avoir un gros cerveau est important? Est-ce que c'est un signe d'intelligence, tout simplement? Eh bien, il se trouve qu'en réalité, je vous la fais courte, pas tellement. La taille du cerveau a effectivement une corrélation avec l'intelligence, mais elle est simplement de l'ordre de 0,26. Donc ça voudrait dire que la taille du cerveau explique à peu près 7% de l'intelligence d'un individu, ce qui est en fait assez faible. Voilà. Donc, c'est pas forcément intuitif, mais en fait, un très gros cerveau ne veut pas forcément dire une très grosse intelligence. Alors, maintenant, je vais vous montrer donc, quelques images assez sympas, pas forcément en très haute résolution, mais j'ai pas forcément non plus les droits, je crois. Enfin, je sais pas si j'ai les droits ou pas de les montrer. Donc, bon, je vais quand même vous les montrer, ça n'a pas d'importance. Donc, on a pris un jeu qui s'appelle Tetris. C'est des expériences qui ont été faites par Richard Ayer, notamment celui qui a mis en place le modèle PFIT. Et donc, dans cette expérience, en gros, on a utilisé ce qu'on appelle la tomographie par émission de positons. En gros, on mesure l'utilisation du glucose par le cerveau. Et vous allez voir donc un cerveau qui a été mesuré avant apprentissage, donc la première fois qu'il jouait à Tetris, et après quelques semaines d'entraînement. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, encore une fois, la qualité n'est pas forcément idéale. Mais là, ce que vous voyez, donc les zones rouges, ce sont des zones où il y a beaucoup d'utilisation de glucose. Ce qui est normal, puisque ça veut dire qu'il y a en gros utilisation de beaucoup d'énergie et donc qu'il y a une sollicitation très importante du cerveau. Et ce qu'on peut voir après, donc ça c'est l'approche naïve sans entraînement, et on peut voir qu'au fil du temps, au fur et à mesure que la personne s'entraîne, eh bien, son cerveau va s'optimiser et va optimiser l'utilisation de l'énergie et va apprendre en gros quelles sont les connexions qui sont importantes pour la résolution du problème auquel il est confronté. Et là, ici, donc, ça consiste à faire des lignes sur le Tetris. C'est un jeu vidéo assez simple où il faut assembler des formes géométriques pour faire des lignes. Voilà. Donc, on en avait déjà parlé dans la toute première vidéo sur la série sur l'intelligence. En gros, l'idée, c'est que plus un cerveau a besoin de consommer d'énergie pour utiliser pour une tâche en particulier, moins le cerveau est performant.
Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'en gros, quand le cerveau va s'entraîner, la première fois que le cerveau va résoudre une tâche, il va utiliser beaucoup plus d'énergie que nécessaire, parce qu'il ne sait pas trop ce qu'il doit faire, donc il va solliciter plein de parties dans le cerveau, plein de parties qui ne sont pas forcément utiles. Et au fur et à mesure que vous allez vous entraîner sur une tâche en particulier, eh bien, le cerveau va se dire, tiens, ça, pour faire cette tâche, je n'ai pas besoin de ces parties du cerveau, donc je vais arrêter d'envoyer de l'énergie là-dedans. Et au fur et à mesure, les connexions vont s'optimiser, et du coup, il va y avoir de moins en moins besoin d'énergie pour la résolution de la même tâche. C'est un petit peu la métaphore de l'ordinateur est assez bonne. Si vous avez besoin de sursolliciter votre CPU ou votre mémoire pour lancer un programme, ou un ordinateur qui a besoin pour lancer le même programme moins d'énergie, évidemment, l'ordinateur qui va utiliser moins d'énergie a beaucoup plus de puissance. Donc là, vous avez un même type d'image. Cette fois, on a donc des cerveaux de mâles et de femelles sur la résolution d'épreuves de mathématiques de SAT. Donc en haut, vous avez des hauts scores et en bas, vous avez des scores moyens. Ce qui est intéressant à noter, c'est que pour les mâles et les femelles ici, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de consommation d'énergie pour des niveaux de score qui sont similaires. Donc il n'y a pas de différence à ce niveau-là, mais on peut voir que la façon dont on va utiliser le glucose est différente et que les cerveaux ne sont pas tout à fait équivalents. Ok, allez, pour résumer, pour l'instant, avec l'étude des neurones et de l'architecture du cerveau en général, on est capable d'évaluer 20% de l'intelligence d'une personne. Ça va considérablement monter, ça monte constamment, et donc là, on a déjà une étude qui prétend pouvoir évaluer à 76% de l'intelligence d'une personne juste avec l'étude du cerveau, et probablement que dans les années à venir, quand on aura des capacités de calcul très très importantes, on pourra s'approcher des 100% en regardant simplement un cerveau. Ensuite, pour ce qui est de l'analyse des gènes, on s'est rendu compte que pour l'instant, on était capable d'évaluer à 10 à 15% de l'intelligence. On va probablement monter jusqu'à 60%, puisqu'on avait vu, notamment avec l'étude des jumeaux, qu'on pouvait dire que sans aucun risque, entre 60 et 80% de l'intelligence était directement due aux gènes. Et c'est normal, puisque évidemment, les gènes en question, c'est eux également qui vont être à l'origine de la constitution du cerveau, puisque c'est le plan. Et le test VAIS-4, le test de QI VAIS-4, qui est très connu, on estime qu'il évalue à peu près à 90% l'intelligence d'une personne. Et probablement qu'on n'ira pas beaucoup plus loin, puisque c'est un test composite qui est avec beaucoup de tests différents, qui est très bien étudié. Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller beaucoup plus loin, mais pourquoi pas. Mais dans les années à venir, il faudra regarder du côté de la neuroscience et de la génétique pour voir les avancées à ce niveau-là. Et probablement qu'après, il y aura des décisions politiques qui seront pas forcément très faciles à prendre en compte ou pas. On verra ça dans le futur. Allez, voilà qui va terminer donc notre épisode sur la neuroscience. J'espère qu'il vous aura plu. C'est également la fin de la série sur l'intelligence. À la base, on devait faire 10 épisodes, mais on a décidé de s'arrêter à 9 épisodes, puisque le dernier épisode, c'était un épisode récapitulatif qui n'est pas forcément nécessaire. Allez, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine série.